On assiste depuis 2013 à une forme de renouvellement, en quelque sorte, des catégories djihadistes. Je veux dire, avant 2013, on avait surtout des jeunes, en France des banlieues, dans d'autres pays aussi d'un certain nombre de catégories défavorisées, mais aussi de petites classes moyennes qui y allaient. Mais avec Daesh, en un sens même un an avant Daesh, on voit bien qu'il y a de nouvelles catégories qui se présentent et qui sont prêts à partir en Syrie et en Irak pour lutter contre le régime mécréant de Bachar el-Assad. D'abord, on peut dire il y a les adolescents et les post-adolescents. Cette catégorie, en Europe, n'existait pas. Et même au Moyen-Orient ou en Afrique, n'existait pas sous cette forme-là. Il existait comme des jeunes qu'on kidnappait pour les soumettre à un entraînement et les transformer en quelque sorte en djihadistes. Mais ils n'allaient pas de leur propre gré. Par contre, en Europe, on voit bien que ces adolescents et ces post-adolescents, qui sont aussi des adolescentes et des post-adolescentes, pour la première fois, expriment la volonté de partir en Syrie et en Irak, et plusieurs d'entre eux et elles y parviennent. C'est-à-dire, il y en a qui partent, selon les statistiques, à partir des pays différents, on sait que c'est entre 10 et 20% des pays, si vous voulez, des djihadistes qui sont partis. Un autre phénomène qui est tout aussi important et qui est récent et qui est distinct de ce qui se passait avec Al-Qaïda, c'est le nombre d'évocations. En Europe, on a eu aux alentours de 5 à 6 000 qui sont partis, alors que pour Al-Qaïda, au grand maximum, les Européens qui sont partis sont quelques centaines. Un autre phénomène nouveau qui se produit avec Daesh et qui est digne d'attention, c'est ce qu'on pourrait appeler les femmes. Auparavant, il y avait quelques femmes européennes qui sont parties. La première à avoir ouvert la voie, ça a été Muriel de Gock, qui avait un peu plus de 35 ans et qui s'est fait sauter en Irak vis-à-vis des policiers, et son mari a été tué par les drones américains quelques semaines après. Mais le nombre des femmes qui étaient impliquées dans le djihadisme en Europe était extrêmement réduit. Maintenant, on sait bien que sur les 5000, il y a au moins 500. Par conséquent, il y a une minorité significative de femmes qui sont parties, et on ne peut pas réduire ce cas à être en subordination avec les hommes. Je veux dire, au Moyen-Orient, dans le monde musulman, il y a des femmes qui ont eu une vocation djihadiste, par exemple les Tchétchènes, celles qu'on a appelées les veuves noires, mais elles, c'était surtout pour venger leur mari, leur cousin, leur frère, leur père ou un autre membre de la famille, et donc il y avait une dimension réactive. Par contre, chez les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont parties de l'Europe, cette dimension réactive est vraiment infime, minoritaire. C'est surtout une initiative de leur part, une affirmation de soi, et cette affirmation de soi, évidemment, pose un vrai problème sur le plan anthropologique, psychologique et sociologique. Et il faut vraiment le creuser parce que je crois que c'est fondamental. Dans un ouvrage avec Fethi Benslama, nous tentons de le faire ça dans un avenir pas très éloigné. Alors, il y a aussi un autre phénomène qui est tout aussi nouveau, c'est les convertis. Les convertis existaient sous Al-Qaïda, mais leur nombre était extrêmement réduit. Avec Daesh, on a un taux de convertis qui varie selon les pays européens. Par exemple, en France, c'est aux alentours de 22 à 25% selon les statistiques. En Belgique, c'est entre 8 et 10%, donc beaucoup plus faible. En Espagne, c'est aux alentours de 13%. Bref, dans les pays européens, on voit bien l'afflux de ces convertis qui pose aussi un nouveau problème. Pourquoi cet attrait, en un sens, pour cette version extrémiste de l'islam? Il y a un autre phénomène qui jouxte le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler l'afflux de jeunes de classe moyenne. Avant, il y en avait en France, en Angleterre, au Danemark, pour ne citer que ces pays-là,
Mais maintenant, les jeunes de classe moyenne, en France par exemple, on les estime aux alentours d'un quart des départs. Par conséquent, il y a aussi un phénomène de massification à ce sujet qui pose un vrai problème de compréhension, d'interprétation de leur intentionnalité. Ces phénomènes-là ne peuvent pas être réduits à un phénomène de mode, même si il y a une dimension liée en quelque sorte à l'imitation, à la volonté d'emboîter le pas à ses copains et ses copines. Il y a aussi une dimension qu'on pourrait appeler ce que les anglo-saxons parlent de peer group, c'est-à-dire qu'il y en a un qui part ou une qui part, et alors les autres membres du groupe, par exemple de l'école ou d'une association ou du quartier, lui emboîtent le pas. Ces dimensions-là existent, mais il y a aussi une intentionnalité des acteurs et des actrices. Et il faut comprendre que le djihadisme se produit en Europe dans une situation où on a le manque d'utopie. Pour ne prendre que le cas de la France, mais qu'on peut étendre à d'autres pays, on a eu en Europe des utopies du type socialiste, communiste, républicaine, et ces utopies donnaient un sens au vivre ensemble en projetant dans ce qu'on pourrait appeler un avenir indéterminé, une aspiration au mieux-être collectif, à ce qu'on pourrait appeler un horizon d'espérance. Or, on n'a plus cet horizon d'espérance. Et l'utopie de Daesh est une utopie évidemment régressive et répressive sur de multiples plans, mais qui a la vertu d'être une utopie, c'est-à-dire proposition mythifiée d'une vie nouvelle, le paradis sur terre, le califat avec le prestige que cela a, puisque ce califat a le même effet sur un certain nombre de jeunes musulmans, même s'ils sont désislamisés, que l'Union soviétique en 1917, qui était le premier pays socialiste au monde. Donc, il y a un effet d'annonce, et le fait même que les conquêtes de Daesh au début aient été faites de manière aussi aisée, ont contribué à répandre cette idée d'une sorte d'apocalypse positive, c'est-à-dire que Daesh est en train de réaliser ce qui est les prodromes de la fin des temps, ne serait-ce que par exemple en prenant la ville de Dabir et en faisant une revue là-dessus. Bref, il y a de nouvelles catégories d'acteurs mus par des intentionnalités différentes qu'on ne peut pas réduire à une seule, avec des profils différents, avec des formes d'action différentes, et tout cela fait que le phénomène djihadiste est ce que Marcel Mauss appelait un phénomène social total. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer un seul profil, on ne peut pas proposer une seule intentionnalité, on ne peut pas essayer d'analyser ce phénomène dans sa complexité à partir de prémices simples, et par conséquent, c'est une sorte d'invitation à ceux qui pratiquent les sciences sociales de plonger dedans et de montrer la diversité du réel avec un appareil théorique qui soit dirigé empiriquement de bas vers le haut et non pas du haut vers le bas. Et c'est pour cette raison que les travaux directs, empiriques, sur des individus djihadisés ou en voie de djihadisation ou de radicalisation est fondamental pour ce qu'on pourrait appeler la compréhension de ce phénomène, qui n'est pas uniquement l'appel à ce qu'on pourrait appeler la destruction, mais aussi l'expression d'un malaise, d'un mal-être, qu'on pourrait appeler malaise et mal-être européen, vraisemblablement occidental.